Mouzito, les deux siamois, des frères siamois, c'est comme ça qu'ils appellent, hein. Siamois, ils étaient collés partout, ils étaient collés comme ça là, comme ça. Et tout d'un coup, paf, un petit monsieur et ainsi de suite. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et au long du parcours de ce monsieur, de monsieur Fayoulou, eh bien, il s'est toujours accaparé des structures qu'il n'a jamais créées. Ce qu'on peut reprocher à nos dirigeants politiques, et Martin Fayoulou en particulier, c'est ce qu'on peut considérer, excusez-moi le terme, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour lui, mais il y a comme une sorte il a été peut-être mu par une sorte d'égoïsme, et c'est là, et ça ne paye pas, parce qu'il va perdre la plupart de ses lieutenants. Maintenant, il les met dans une situation difficile, comme l'a dit José, les Bengué, les Maman Chantal, et tous ces gens-là, tous ces lieutenants qui étaient presque sûrs. En fait, Luc Malem, que je salue depuis Ouvira. C'était presque des députés, en fait, parce qu'ils avaient ils ont déjà une certaine aura. Et je pense que avant de faire de déclarations de grande portée, il faut tout simplement se réunir et puis oui, évidemment, et puis le faire ensuite après avoir consulté les collaborateurs. Monsieur Fayoulou est un incohérent politique. Je ne sais pas si la CENI va trouver une solution à cette situation, mais je pense qu'il est mal parti et il est mal barré. Il y aura une presse spéciale là où il va déposer et c'est député. Ce n'est pas aussi impossible parce qu'en politique, tout est possible. Bon début de semaine à vous qui êtes branchés, on se retrouve pour ce nouveau Nice Press. Nous sommes très heureux d'être des vôtres ce matin et nous allons vous parler République. Eh bien, les 30 victimes, plutôt les corps ou encore les victimes de ces massacres de Goma, donc le 30 septembre dernier, seront inhumés aujourd'hui. Et cependant, on nous parle de plus de 70 personnes mortes à Mongala. C'est une catastrophe naturelle après une pluie diluvienne. Eh bien, malheureusement, nous continuons à compter les morts. Encore les morts. Ici à Kwamount, les Mobondo ont tué également plus de 18 personnes. Qu'est fait Kinshasa? Cette question qui taraude de l'esprit des milliers, en tout cas en ce moment. Nous allons vous en dire plus. Nous parlons également des élections, donc au processus électoral. Au-delà de ça, il y a eu une tempête qui sévit à la CENI. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une suspension l'autre fois du secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Kani, eh bien, qui va reprendre ses fonctions, je crois, cette semaine. Mais d'après certaines sources au niveau de la CENI, il y a dysfonctionnement du fait que ce dernier est quasi absent. Est-ce que le président de la CENI avait agi d'une manière légale? En croire certains, eh bien, il n'avait pas le cutus de la plénière du bureau pour suspendre le secrétaire exécutif, d'où il y a vice. Nous allons vous parler de tout ça. Martin Fayoulou, eh bien, on parle encore de lui. Est-ce que c'est lui-ci va déposer sa candidature ou pas? Cette question qui dérange, même au sein de sa famille politique, il y a des milliers qui ne veulent pas s'exprimer par rapport à ça. Mais en tant que journaliste, sur ces plateaux, il y a également des politiques, il y a aussi des analystes. Nous allons analyser la question froidement pour vous éclairer. Alors, pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous ce matin le professeur Gabriel Kwamamba, que vous connaissez, qui est aussi journaliste, hein, parce qu'il présente Café Gabi, ici à la RTVS 1. Le professeur est le tout premier invité à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Merci Gaylor, merci, je suis très heureux d'être ici. Le plaisir est partagé et je rappelle à tous ceux-là qui nous suivent que vous êtes reçus en qualité d'analyste politique. Merci, c'est cela. De l'autre côté, c'est plutôt le politique. Oui, il est de l'Union sacrée, il s'appelle José Kanik, un proche du gouverneur Ngobila. José Kanik, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci beaucoup, très cher monsieur le journaliste Galorki. Merci pour l'invitation. Bonjour à mon frère et compatriote, au professeur Kwamamba, et bonjour aussi aux nombreux téléspectateurs de cette grande émission et cette grande chaîne. En effet, José Kani qui est tout simplement au cadre et communicateur de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à monsieur le gouverneur, Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui est toujours combattu, mais fort heureusement jamais abattu. Combattu par qui? Combattu par ceux-là qui ne veulent pas du bien des Quinois et Quinoises, parce que vous savez, dans notre pays, il y a certaines personnes, une catégorie de personnes
qui sont là, lorsque l'autre fait un bon travail, au lieu d'accepter, mais au contraire, ils se mettent là à combattre ce travail-là. Je ne sais pourquoi, c'est à eux de donner des réponses, mais ce qui est vrai, c'est que depuis que Jean-Denis Ngobila Mbaka, et d'ailleurs depuis plus ou moins 4 ans et demi, le monsieur en question, ou bien les personnes mal intentionnées, ils sont passés dans vos différents médias et même au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour déclarer à qui voulait l'entendre que le bilan de monsieur le gouverneur Jean-Denis Ngobila Mbaka était et est tout simplement positif. Bon, ça c'est votre point de vue, merci beaucoup. Ce n'est pas mon point de vue. Ça faisait partie de vos biscuits. Ça c'est le point de vue de ces personnes-là pendant 4 ans et demi. Donc ce n'est pas mon point de vue, c'est leur point de vue. Merci beaucoup. Alors, professeur, c'est vrai que vous nous allons prendre la première question. L'insécurité, parlons-en. Il y aura une inhumation de ces victimes de Goma après les carnages du 30 septembre dernier. Elles seront inhumées aujourd'hui. Il y a eu naufrage. Bon, là, c'est catastrophe naturelle. À Kwamount, on a encore tué. L'insécurité qui se généralise depuis. Et Kinshasa semble être pas impuissant, mais peut-être faible. Qu'est-ce qui serait à la base de tout ça ou carrément, comment vous analysez cette question? Merci Gaylor. Je commence par rendre hommage à toutes les victimes de ce carnage. Le concept, le mot a été bien trouvé de Goma. Et je pense que c'était des choses à éviter et dans un gouvernement responsable en principe, même le ministre de la Défense aurait pu démissionner et toute la chaîne de commandement, mais malheureusement ce n'est pas question, il n'en est pas question chez nous en République démocratique du Congo. C'est tout simplement triste, c'est des vies fauchées et c'était la plupart de ces victimes, c'était des jeunes qui avaient tout l'avenir devant eux. Je pense qu'on pouvait faire les choses autrement et éviter ce genre de massacre des citoyens congolais. Et je sais que si c'était en son temps, à l'époque de Mobutu, une chose comme ça arrivait, je pense que ça allait soulever une sorte de tollé à travers le monde entier. Mais en fait, autre temps, autre mœurs. Et donc c'est cela. Et au regard de tout ce qui se passe, de toute cette insécurité que vit notre pays, je pense que le gouvernement doit être interpellé. Et on ne sait pas comment est-ce que les choses peuvent évoluer de cette façon décrescendo, c'est-à-dire du mal en pis, avec notamment la situation de Kwamount qui est en train tout simplement de pourrir et les Mobondo sont toujours là. C'est incroyable, plus d'une année après. Les Mobondo, qui sont ces Mobondo? Et Kinshasa n'arrive toujours pas à maîtriser ces derniers. C'est peut-être ça la question qui dérange un peu. C'est cela et... alors, d'aucuns se posent des questions si quelque part il n'y a pas une main noire et quelle est la couleur politique de cette main noire. C'est la question qui reste posée parce qu'on ne peut pas comprendre que notre armée puisse, l'armée et la police et toutes les forces de sécurité ensemble ne puissent pas être à même de pouvoir maîtriser ces gens sans foi ni loi qui sèment la terreur et mort dans cette partie de la République. En fait, c'est à Kinshasa même, puisque c'est dans le plateau, c'est dans le territoire de Kwamount, c'est l'extension, c'est Kinshasa, dans sa partie rurale. Et ce n'est pas normal parce que chaque jour, on apprend qu'il y a eu des massacres. Cette fois-là, c'est 18 morts qu'on aurait pu éviter. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est vraiment le mobile derrière cette situation? Et les villages sont en train d'être vidés et remplacés par d'autres, des envahisseurs. On a l'impression qu'il y a un génocide qui ne dit pas son nom. En fait, c'est les génocides du peuple Téké. Il y a eu un génocide rwandais, il y a eu un génocide congolais, il y a eu un génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais actuellement, nous vivons pendant ce 21e siècle le génocide du peuple Téké. On veut exterminer au regard de la situation, au regard de tout ce qui se passe dans cette partie de la République. On a l'impression qu'on veut tout simplement exterminer tous les Tékés qui vivent dans le plateau pour les remplacer par qui? Tout ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on tue comme ça et le gouvernement ne réagit pas et pas de manière forte. Et comment est-ce que ces gens peuvent continuer à agir ainsi s'ils n'avaient pas d'appui?
J'apprends même qu'il y a maintenant même le phénomène Mobondo a même atteint le Congo central. Ça, c'est pas normal du tout. Vraiment. José Kaniki, pourquoi ces silences de Kinshasa? Ce qui se passe à Kwamoud, les Mobondo tuent. On nous parle de plus de 18 morts déjà, mais plutôt, pas déjà, mais plutôt le week-end dernier, la nuit du samedi au dimanche. Ils ont tué encore, alors que c'est à se remettre de Kinshasa. Dans l'entretemps, les victimes de ces carnages de Goma seront inhumées aujourd'hui. Tout ça, c'est dans le cadre de l'insécurité qui sévit au pays. Vous défendez le pouvoir en place, ce qui n'est pas mal, parce que vous avez ici bien du départ que vous êtes l'un des communicateurs de l'Union sacrée. C'est vous qui êtes aux affaires, c'est vous qui êtes aux affaires, comme j'ai dit. Mais pourquoi vous n'arrivez pas, vous les pouvoirs bien sûr, en tout cas, de trouver une solution par rapport à toute l'insécurité qui sévit? Merci beaucoup. Déjà, je compatis avec tous mes frères et compatriotes qui se retrouvent dans ces malheurs. Pour dire clairement, ce n'est pas que eux qui sont dans ce malheur, au fait, c'est tout le Congo et c'est tous les Congolais. Là, c'est clair. Vous me posez la question de savoir pourquoi ce silence du gouvernement. Qui semble être coupable, en tout cas, déjà, j'aimerais dire ici qu'il n'y a pas de silence du gouvernement. Ça, c'est clair. Parce que lorsque cette insécurité a commencé, ce gouvernement n'existait pas encore. Mais lorsqu'il y a eu ce gouvernement, lorsqu'il y a eu mise en place de ce gouvernement, à travers là, on parle de la sécurité par rapport à l'ensemble de notre pays, et là, plus particulièrement au niveau de l'Est. Et lorsque ce gouvernement a été mis en place, eh bien, ce gouvernement s'est attelé à pouvoir trouver des solutions. Et ce gouvernement a pris des initiatives à gauche et à droite, d'où l'état des sièges, d'où la mutualisation, d'où les rencontres avec les différents groupes armés, d'où la montée, disons, de notre armée, la restructuration de notre armée, c'est-à-dire que le gouvernement a eu à travailler d'une manière pour pouvoir trouver des solutions afin de ramener la paix. Cela démontre à suffisance qu'il n'y a pas silence du gouvernement. Mais ce qui est vrai, c'est que les résultats ultimes, c'est-à-dire les résultats ultimes qui est des zéro mort, qui est d'une paix totale, c'est vrai que l'on n'a pas encore atteint ces niveaux-là. Mais au-delà de tout, ce gouvernement continue et continuera à travailler pour trouver des solutions. Au-delà, bien sûr, de ce que nous avons déploré, c'est-à-dire... Il reste moins de 5 mois pour aller aux élections. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas parce qu'il nous reste 5 mois pour aller aux élections que le gouvernement doit s'arrêter de travailler. Non, parce que vous avez dit contraire. Que vous continuer à travailler, alors savoir qu'il y a un délai bien précis où il se pourrait que le régime change. Exactement. Vous savez... Je te rappelle, les Mobondo ont vu le jour sous le régime actuel. Je suis tout à fait d'accord. Au-delà de tout, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas encore les élections. Parce que les élections, c'est autre chose. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité de nos frontières, de notre pays, au-delà de l'aspect électoral, vous comprenez. Ici, je parle comme Congolais, je parle comme celui-là qui est soucieux, n'est-ce pas, de la sécurité de ses compatriotes, au-delà de tout. Donc, j'aimerais dire ceci, qu'il est clairement établi d'ailleurs que le gouvernement ne reste pas silencieux. Même au niveau de la sécurité au niveau de l'Est. D'ailleurs, par rapport à ces massacres, à ces carnages que nous avons tous condamnés, que nous avons tous déplorés, le gouvernement n'est pas resté silencieux une fois de plus, puisqu'il y a un procès. Un procès de qui? De ceux-là qui étaient sur terrain, de ceux-là, la chaîne de commandement. Donc, on n'a pas laissé nos compatriotes, disons, à la merci, mais on est en train d'organiser un procès pour que justice soit faite. Au-delà de tout, de l'autre côté, il y a encore un procès par rapport à ceux-là qui, d'une manière globale, je pourrais dire, étaient sur les rues de Goma, les Ouazalendo, j'aimerais dire ceci, bref, les Ouazalendo. Donc, il y a deux procès en ces moments. C'est pour vous dire tout simplement, le gouvernement ne reste pas bouche bée.
par rapport au niveau de l'Ouest à l'entrée de Kinshasa, c'est vrai que ça a commencé depuis plus ou moins une année. Là encore, le gouvernement n'est jamais resté silencieux. Parce qu'on a eu des délégations qui sont descendues, et on a eu une armée qui est descendue sur terrain. Pour quelle finalité? Je dis ceci. C'est un travail. C'est un travail. Exactement, je comprends votre question. C'est un travail de tous les jours, certes qui n'est pas facile, parce que si c'était facile, on allait descendre et puis on tue tout le monde. Je ne pense pas que c'est ça la solution. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération par rapport à une situation sécuritaire. Je pense que le gouvernement et même le gouverneur de la province sont en train de travailler pour nous ramener et surtout nous éviter qu'il y ait encore des morts. Et pour ceux qui pensent qu'il y aurait une main noire ou encore une main politique derrière tout ça, sinon ce serait pour quelle finalité si oui? Mais c'est ça la grande question. Le prof a posé une belle question, la couleur de la main noire. Je ne vois pas un gouvernement responsable, pour parler des élections rapidement, à l'aube des élections, être une main noire par rapport à sa population, parce qu'elle est en train de perdre là. Cela démontre clairement que la main noire, la couleur de la main noire, à mon avis, ne peut pas être du côté du gouvernement. Parce que c'est elle qui perd en crédibilité. Mais au-delà de tout, s'il y a main noire, la main noire ne peut provenir, dans ces cas ici, que du côté de ceux-là qui veulent faire échouer un gouvernement. Mais c'est ça la logique, c'est ça la rationalité, le bon sens. Parce que je ne vois pas un gouvernement qui cherche à ce qu'il puisse avoir un second mandat, un président qui cherche à ce que la population lui fasse encore confiance, et puis entretenir quelque chose de pareil. Parce que ça lui dessert, ça c'est clair. Donc, si nous devons rationaliser les choses ou être rationnel et faire preuve de bon sens, moi je pense, par rapport à la main noire, c'est de l'autre côté, du côté des ennemis de la nation. Ici, je n'aimerais pas préciser de quel côté se retrouvent les ennemis de la nation. Professeur Gabriel Kwambamba, vous avez émis le vœu de comprendre ou de savoir la couleur de cette main noire qui serait derrière les Mobundo. Réfléchissons à haute voix. M. Kani qui a dit si bien que ça ne peut en aucun cas provenir du pouvoir ou encore de ce régime, parce que les élections approchent déjà, on va évoquer également la question rapport des élections. Il n'y a pas lieu de manigancer ce genre de situation pour s'y noyer davantage. Donc, il paye à moitié avoir raison. Mais s'il fallait réfléchir un peu à haute voix, d'après vous, d'où proviendrait plutôt cette couleur de noir? En journalisme, comme dans la plupart des sciences, il est dit que dans le doute, il faut s'abstenir. Quand on n'a pas tous les éléments, ça ne servirait à rien de beaucoup spéculer. Mais ce que je constate, c'est le fait que il y a cette ressurgence. À un moment donné, il y a une sorte d'accalmie, mais c'est comme un sphinx qui renaît de ses cendres. Tous les 2, tous les 3 mois, il y a accalmie. On reprend même la circulation entre la ville de Kinshasa et Bandundu par la route de Mongata. Et puis après, on apprend qu'il y a tel autre chef qui a été massacré, des villages entiers, ainsi de suite. Alors ça pose... Ça suscite tout de même des interrogations. Est-ce qu'ils ont des soutiens qui servent, quels sont ces soutiens qui servent de béquille à ces Mobundo? Puisque au départ, on les présentait comme... ça peut provenir d'où? Justement, c'est ça la question. Au départ, on les présentait comme une force contre les Bateke, mais maintenant, les fameux Mobundo s'attaquent même au Bayaka, dans la province du Kwangu, territoire de Kasongolunda, et ça, maintenant dans le Congo central, tout ça. Mais en fait, il y a comme une sorte de volonté de déstabilisation. Est-ce que c'est un rapport avec les élections? On peut se poser la question. Et pour revenir à ce que mon frère Kaniki a dit au sujet du massacre, mais vous savez, c'est vrai que le gouvernement ne peut pas, je fais allusion à ce qui s'est passé au carnage de Goma, mais quand il y a ce genre de massacre ou des situations, la responsabilité repose sur
la plus haute autorité du pays. À l'époque de Mobutu, quand il y avait quelque chose, le pillage, qu'est-ce qu'on disait? On disait les soldats de Mobutu ont pillé. Et donc là, dans le cas de Goma, logiquement, on va dire qu'en fait... C'était également le même discours lorsque Kabila était aux affaires. Oui, on va dire que c'est les soldats de Tshisekedi qui ont tué, d'autant plus que, d'ailleurs, il s'agit de la garde républicaine. Et moi, je suis, je veux dire, républicain, je suis objectif. Moi, je ne vois pas le président actuel, le président Tshisekedi, donner l'ordre qu'on puisse massacrer. Mais je pense qu'il faut remonter un peu, aller en amont dans la formation même de nos forces armées et les forces de police. Qui est-ce qu'on recrute? Quel est le background de ces gens qu'on recrute? Et quelle est leur formation, leur cursus? Parce que pour placer les différentes unités à des différents postes et surtout des postes de commandement, des responsabilités, il faut faire un checking de background. Vous étudiez la personne, sa psychologie, ainsi de suite, son niveau d'études, et à ce moment-là, on peut vous affecter à des postes de responsabilité. Donc en fait, une fois de plus, c'est une interpellation du gouvernement et de tout notre système pour dire que on a failli. On a failli. Monsieur Kaniki, on va parler élection. On va parler CENI, à moins qu'il vous ait répondu par rapport à ce qu'il venait de dire le prof tout à l'heure, mais on va du coup changer les sujets. Élection, avant de parler de participation de candidats, parce que là c'est la présidentielle. Vous êtes assuré qu'il y a eu suspension. Le secrétaire exécutif de la CENI venait d'être suspendu, bien qu'il va répondre les fonctions dans quelques jours en tout cas, parce que c'était pour 2 semaines ou 15 jours pratiquement. D'aucuns pensent que les présidents de la CENI, Kadima, n'avaient pas respecté les procédures. Il avait agi sans pour autant avoir les cutus de la plénière du bureau. En réalité, Yavis, il n'avait pas compétence. Sur ce plateau, j'avais reçu un politique qui, d'après lui, avait dit clairement que l'effet de suspendre le secrétaire exécutif, c'est comme s'il y a eu auto-exclusion. Donc la CENI a suspendu la CENI. Donc, d'après lui, il venait de dire que pendant cette suspension, la CENI ne fonctionnait pas. Alors que tous courons derrière le temps pour les élections. Sinon, vos analyses d'abord par rapport à ça, avant de prendre d'autres questions, toujours avant. Merci. Puisque nous parlons déjà des élections, je n'aimerais pas répondre sur ce que le professeur a dit parce qu'il a été tellement clair et objectif. Alors, par rapport aux élections, déjà, vous savez, l'Alliance des Congolais progressistes, nos listes ont tout simplement atteint le seuil de recevabilité au niveau de la CENI, donc la députation nationale et même au niveau communal, urbain et ainsi de suite. Voilà, nous avons des ambitions. Pourquoi nous avons des ambitions? Nous avons des ambitions tout simplement. Vous êtes candidat vous aussi? Non, non, je ne suis pas candidat. Okay. Mais au-delà de tout, vous savez, en date du 6 septembre au niveau de l'hôtel Béatrice, la CP a eu à organiser, disons, son congrès extraordinaire pour pouvoir, n'est-ce pas, plébisciter le chef de l'État comme son seul et unique candidat. Le chef de l'État ne serait pas candidat par rapport au beau discours de José Kaniki ou même, je ne sais, de quelle politique, mais tout simplement parce que le chef de l'État, au-delà des imperfections, au-delà des aléas, au-delà de certaines réalités, mais le chef de l'État a un bilan positif, un bilan sur terrain avec des réalisations. Voilà pourquoi non seulement la CP a promission de le faire élire, mais aussi de lui apporter une majorité, disons, confortable au niveau de l'Assemblée nationale et ailleurs, bien sûr. J'ai dit ceci, les élections, par rapport à votre préoccupation, ce qui est vrai, c'est que le processus a été lancé. Nous avons passé plusieurs étapes, certes dans la douleur, dans des difficultés par rapport au processus électoral, mais nous avançons. Aujourd'hui, il y a déjà appel à la candidature au niveau de la présidentielle. Nous avons sérieusement évolué au-delà des reproches que l'on peut faire à gauche et à droite à la CENI. Nous sommes en train d'évoluer. Maintenant, à l'interne... Les torchons brûlent, oui. Mais je ne sais pas. Mais c'est une œuvre humaine. Et dans une organisation... Pourquoi peut se comporter en gangster? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas la perfection. Puisque l'on a eu à suspendre un des responsables de la CENI, vous pensez que
M. Kadima, en responsable, peut venir comme ça, sans jeter un regard sur, n'est-ce pas, les règlements d'ordre intérieur ou bien ce qui régit, n'est-ce pas, la CENI, et faire les choses comme ça à la va-vite, sans pour autant passer par la procédure, n'est-ce pas, qui régit ce genre de choses au niveau de la CENI. Je ne pense pas. M. Kadima n'est pas le seul au niveau de la CENI. Et il n'est pas le seul à prendre des décisions. Si, pour tous les autres, comment dire, membres si, pour chaque pas que l'on fait par rapport à la CENI, à l'avancement, n'est-ce pas, de la CENI par rapport au processus électoral, il y a toujours une concertation. Il y a toujours toute l'équipe, comment on appelle ça, l'assemblée plénière, si je ne m'abuse. Oui. L'assemblée plénière de la CENI, qui s'y mettent pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir réguler certaines situations ou les prendre des initiatives. Et vous pensez, pour suspendre un responsable comme, comment vous le citez encore, comment il s'appelle exactement, le monsieur en question, le monsieur en question, vous pensez vraiment que M. Kadima va se lever un bon matin et puis suspendre? Donc, je ne pense pas. Je ne maîtrise pas, parce que rationalité et bon sens, je ne maîtrise pas les méandres de l'interne à l'interne de la CENI, mais par bon sens, par rationalité, analyse objective, je ne vois pas un responsable comme ça venir et puis tout d'un coup, voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, et bien, tu as 15 jours à la maison. Non. Je ne pense pas. Et on nous apprendra qu'il y ait même privation de son salaire, ça craint. Mais je voulais passer la parole de ce côté pour avoir aussi son point de vue. Professeur, vous avez sans doute suivi cette information. Hein. Nous parlons d'abord de ce qui se passe au sein de la CENI, avant d'aller évoquer la question rapport avec le candidat ou les candidatures. Todokani Mabikou suspendu pour 15 jours, le secrétaire exécutif, plus suspension des salaires. On nous apprendra que la procédure n'a pas été respectée et que le président de la CENI a agi en cavalier solitaire. Oui, merci pour cette question. Je respecte le point de vue de mon frère et confrère analyste, puis il est politique, mais il est aussi analyste. Il fait de bonnes analyses. Mais j'ai apprécié le fait qu'il a reconnu qu'il n'a pas tous les éléments. Mais d'après ce que j'ai lu dans la presse, la semaine dernière, oui, j'ai appris qu'il n'y a pas eu consultation préalable en amont de la plénière. Oui, je veux dire aussi. C'est un vice si cela s'est fait de cette façon-là. Et aussi, d'après ce que nous avons appris, le règlement administratif et financier de la CENI ne prévoit pas une suspension avec privation de salaire. Malheureusement, c'était le cas. Donc, c'est comme si il y a quelque part un coup politique contre la personne du secrétaire exécutif national. Et je pense que ce n'est pas, c'est pas bien que ça tombe à ce moment, à un moment où on est pratiquement en train de franchir la ligne droite pour aller vers les élections, à un moment où il y a certaines, je vais dire, organisations politiques et d'autres qui veulent trouver à tout prix des alibis pour qu'on ne puisse pas organiser des élections dans notre pays. Donc c'est en fait, comme j'ai lu dans la presse, c'est mettre de l'eau au moulin d'une certaine opposition, sans doute extrémiste, qui ne veut pas l'organisation. Et s'il faut recourir à la Bible, nous sommes sans doute, je pense que mon frère José est chrétien aussi, je ne sais pas, mais je respecterai s'il est musulman ou il a une autre religion. Mais je crois même dans la Bible, il est dit qu'un royaume qui est divisé en lui-même ne saurait tenir. Et ce n'est pas bon. S'il y a des dissensions, je pense que cela aurait été mieux de pouvoir discuter en interne, surtout pendant cette période cruciale, au lieu de jeter carrément, je vais dire, je ne vais pas reprendre l'expression de François Mitterrand qui a dit après la mort de Pierre Bérégovoy, on a jeté au chien l'honneur d'un homme, au lieu de jeter carrément en pâture l'honneur, je vais dire, du secrétaire exécutif national. Je pense qu'il y a eu, d'après tous les éléments à notre possession, M. Totokani a agi dans les limites de ses compétences, parce qu'il y a un règlement qui existe, mais malheureusement, je crois qu'il y a, je ne sais pas s'il faut qu'on considérer comme guerre de leadership ou tout simplement le fait que, quelque part, il y a
on a voulu peut-être l'écarter, puisque c'est arrivé à un moment où il y avait de recrutement, au moment où il y avait Mais une mission... si la procédure n'a pas été respectée, y avait-il pas moyen que ces derniers puissent introduire des recours, par exemple? Bon, ça, je ne peux pas répondre à cette question. Non, on essaie de réfléchir. Hein. Oui, on essaie de réfléchir, mais peut-être mais la suspension avait déjà été là, et puis ça pouvait être géré en interne, mais je pense que il y a quelqu'un qui a fait en sorte que ça soit rendu public pour humilier davantage. Donc et là, ça semble à un coup bien préparé. D'après, en tout cas, ça c'est objectivement parlant, ça ressemble bien à cela. Les candidatures. Vous avez dit tantôt que vous venez de plébisciter l'actuel président de la République comme votre candidat, c'est votre choix, on respecte. Parlons de Martin Fayulu, qui hier, jusqu'ici d'ailleurs, continue à exiger oui, le parlons de son parti, excusez-moi, je ne coupe pas la parole. J'ai vu que j'ai viens de Bandundouville, j'ai vu que leur parti est très présent. J'ai grandi dans une commune, dans un quartier très populaire. On appelle ça Caravane, ceux qui connaissent la ville de Bandundu. Et j'ai vu qu'il y a un très bon bâtiment, très beau. En fait, ici, on est analyste, même si on peut avoir des courants politiques différents, mais j'apprécie, j'ai vu la présence de l'ACP qui est très présente à travers un député qui est très connu, Erasme Kapumba, qui est très connu dans la ville de Bandundu. En tout cas, j'ai apprécié. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça, c'est une bonne chose pour vous. Je vais parler des candidatures. Vous avez dit que vous venez de plébisciter la candidature de l'actuel chef de l'État pour les élections prochaines. Martin Fayulu, qui avait demandé à ses lieutenants, ses acolytes de ne pas prendre part aux élections parce qu'il n'y a pas eu, ils n'ont pas déposé les dossiers pour les élections nationales comme provinciales. Aujourd'hui, lui-même, on croit certaines sources, il serait prêt pour déposer sa candidature. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous analysez cela? Et un autre problème. Aujourd'hui, est-ce que la CENI sera en mesure d'organiser les élections au Congo alors que nous avons un problème, un sérieux problème de transport aérien surtout, je parle des avions parce qu'il y a des entreprises aériennes de chez nous ici qui sont par terre carrément, il y a certaines qui ont fermé même des portes. Alors s'il faut organiser les élections, certes le ministre des Affaires étrangères l'autre fois faisait foi que la MONUSCO va nous soutenir alors que vous et moi savons aujourd'hui que le gouvernement actuel et la MONUSCO, c'est un garde vraiment, c'est un chien de faïence, parce qu'on avait voulu, ou encore on désire jusqu'ici, le départ de la MONUSCO. Merci beaucoup, mais je répondis un peu par rapport à la suspension. Vous savez, une suspension, normalement et logiquement, est un fait interne. Ça se passe à l'interne d'une structure ou d'une institution ou d'un service d'une société. Vous savez aujourd'hui, que faire devant cette technologie où chacun a son téléphone, mal intentionné ou bien intentionné, lorsque il y a une réunion, lorsqu'il y a un papier ou bien un document officiel qui passe par sa table et il photographie, et puis il les met sur la place publique, comment savoir que c'était lui? Donc, vous comprenez que c'est un peu compliqué, difficile. Donc, bref, nous vivons à l'heure de la communication à outrance, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut comprendre certaines choses. Mais ce qui est vrai, je pense, en tout cas, à mon humble avis, que le président de la CENI est un démocrate et qui sait quand même respecter les textes. Et devant une situation donnée, il n'est pas le seul et s'est levé un bon matin comme ça et prendre une décision, je ne sais pas, sur un coup de tête. Voilà. Merci, c'est vrai. L'ACP, je vous ai toujours dit, quand même implanté. C'était juste des éloges, hein? Ce n'était pas pour exactement. Voilà pourquoi il est professeur et il reste rationnel et il fait preuve de bon sens dans ses analyses. Nalingala balobaka tondimana, tant on a bon moi. Il ne faut pas attendre que José Kaniki ne soit plus pour après vous venir faire des éloges. Non. Ce qui est clair, c'est que l'ACP est représenté. Nous avons été au Grand Katanga, à Kisangani, au Grand Kassai, au Bandundu, sans oublier d'ailleurs qu'au niveau de Maïndombe, nous avons déjà une gouverneure là-bas. De l'autre côté, c'est Mme Rita Bola. Donc vous comprenez qu'à une année et demie... Effectivement, ce sont des difficultés. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas gouverneure. Elle continue, elle a trouvé cette situation, elle a trouvé cette situation, elle se bat pour y remédier et mettre fin à cela.
je parle de votre préoccupation. Vous savez, moi, je pense que c'est la sorcellerie à la sauce fayouliste, tout simplement. Je n'ai pas vu un politicien qui est si incohérent que M. Fayoulou. Avec tout le respect que je lui dois, je pense que ce n'est pas un bon leader. Pourquoi ce n'est pas un bon leader? Un leader est visionnaire. Et un leader, un vrai, lorsqu'il prend une décision, il doit soit être fort et capable d'admettre que j'ai commis une erreur, même pas sur la place publique, mais il doit avoir une attitude de celui-là qui fait un mea culpa. Mais sinon, il doit aller avec ses décisions jusqu'au bout. Mais lui, en 4 ans ou à 5 ans, parce que nous sommes déjà presque à la fin de la mandature, il a changé combien de fois son fusil d'épaule? Il s'est rebiffé combien de fois? Je comprends pourquoi tous les autres leaders qui étaient avec lui, les lamoukistes d'autrefois, eh bien, l'ont quitté tout simplement parce que M. Fayoulou ne sait pas ce qu'il veut. Lorsque le président de la République avait dit que c'est un soldat du peuple, viens, on va travailler. Il a répondu les mains sales. Après quelque temps, il recherchait à ce que l'on puisse l'intégrer dans une institution. J'ai oublié même le nom de cette institution. Alors, c'était pendant qu'il avait proposé... Exactement. Alors qu'il n'admettait pas que le président de la République était président de la République. C'est lui qui nous a parlé de placebo, Manchin, Tricher, et ceci et cela. Après, il change. Ce même président devient dictateur. Ce n'est pas le président qui dirigeait, c'était Kabila. Et tout d'un coup, le même président devient dictateur. Alors qu'il ne faisait rien. Il change encore. Au-delà de ça, nous avons vu Bemba quitter. Nous avons vu comment Katumbi quitter, partir. Nous avons vu, comment on l'appelle encore, Mouzito, les deux Siamois. Les frères Siamois, c'est comme ça qu'ils appellent, hein? Siamois, ils étaient collés partout, ils étaient collés comme ça, là, comme ça. Mais tout d'un coup, paf, un petit monsieur, et ainsi de suite. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et, tout le long du parcours de ce monsieur, de M. Fayoulou, eh bien, il s'est toujours accaparé des structures qu'il n'a jamais créées. C'est ça, au fait. Maintenant, on arrive au niveau des élections. Rapidement. Il était avec qui? Katumbi. Bloc de Lubumbashi. Katumbi, c'est Sanga, qui encore? Matata. Tout d'un coup, on n'a plus vu sa signature sur des documents de ces 3 messieurs ou ces 4 messieurs. Il s'est retrouvé encore seul. Et les 3 autres vont aux élections. C'est bizarre. Et après, il dit à ses militants, Epenge a travaillé pendant 4 ans et demi pour se faire un nom. Déjà député. Tout cela, comment on les appelle? Les Badjoko, je n'aimerais pas citer leur nom ici. Ils ont travaillé comme opposants, bien sûr. Maman Chantal. Maman Chantal, ils se sont fait un nom parce que c'est eux qui étaient opposants. Ils étaient, et ils sont si souvent opposés à nous. Et c'est ça même la beauté de la démocratie. Il dit que vous n'allez pas, on ne va pas déposer des candidatures à tous les niveaux. Et tout d'un coup, les rumeurs sortent. J'appelle ça encore ce rumeur. Tout à fait, tout à fait. Les rumeurs viennent, atterrissent et disent que M. Fayoulou veut déposer la candidature. À rien, pas aussi met la chemise. Mais non, mais comment toi tu peux nous empêcher? Une fois j'étais sur le même plateau avec Maman Chantal, je lui ai dit, mais pourquoi M. Fayoulou vous empêche, Maman Chantal, de pouvoir être député de ces pays et servir votre nation? Mais aujourd'hui, les choses tendent à nous donner raison tout simplement. Donc,
Bref, pour ne pas monopoliser la parole, déjà, Monsieur Fayoulou est un incohérent parole. politique. Je ne sais pas si la CENI va trouver une solution à cette situation, mais je pense qu'il est mal parti et il est mal barré. Il y aura une brèche spéciale là, où il va déposer et c'est dépité. Ce n'est pas aussi impossible parce qu'en politique, tout est possible. Et sinon, la CENI, je veux dire, les élections dont vous faites allusion, pensez-vous qu'elles seront organisées dans le délai? Parce que est-ce que la CENI sera en mesure de déployer les kits dans toutes les provinces? Nous n'avons pas d'avion, même dans des voies fluviales, c'est compliqué, on n'a pas de bateau ou encore de canaux pour s'en servir. Est-ce que ça sera possible? Monsieur Gaylor, nous sommes quand même troisième cycle électoral, quatrième cycle électoral. Donc, il est clair qu'à chaque cycle, nous avons connu des difficultés. Il y a certains de nos compatriotes qui sont bloqués en province par faute d'avion. Monsieur Gaylor, au-delà de tout, au-delà des imperfections, moi je vous dis ceci, qu'il y aura élection. Et s'il n'y a pas élection, je vais plus loin. Et s'il n'y a pas élection, ça ne serait pas du fait qu'il n'y a pas de transport. Non, ça serait faux. Ça serait peut-être autre chose. Mais moi je pense et je crois qu'il y aura élection parce que ce n'est pas parce que Congo Airways, entre guillemets, n'est plus par rapport à un seul avion que toute la machine électorale au Congo central, en Équateur, au Grand Katanga, au Grand Kassai, on ne va pas organiser les élections parce qu'il n'y a pas un seul avion. Et comment on va s'y prendre? On fait confiance à la MONUSCO? Les hélicoptères de la Mais depuis toujours, nous avons toujours travaillé avec la MONUSCO. Ça ne serait pas une chose nouvelle dans ces pays. Nous avons toujours travaillé, mais je pense que la CENI aussi est en train de mettre tout en place pour nous organiser les élections. Merci beaucoup, José Kani, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée, l'un des communicateurs, vous êtes de l'ACP. Exactement. Au sein de ce parti politique. Tout à fait. Cher l'actuel gouverneur de Kinshasa, Gentilino Bilambaka, que nous saluons en même temps. Merci. Merci d'être venu. Et partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Je serai toujours disponible. Surtout, merci pour la disponibilité. Prof Gabi, c'est avec vous, nous allons boucler. La question, vous l'avez déjà, en rapport avec la CENI. Par rapport au déploiement des kits, par rapport aux candidatures, surtout de Martin Fayoulou qui fait jaser jusqu'ici. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on a été dans un débat très citoyen et j'apprécie les interventions de notre confrère et compatriote José. Très bien. Merci. Mais pour ce qui est de la CENI, j'aimerais quand même peut-être... pour être l'église au milieu du village, je ne sais pas, mais j'aimerais quand même que après ces débats, que mon confrère puisse vérifier l'information sur terrain pour ce qui est du dossier relatif à la suspension du secrétaire exécutif national. Et pour ce qui est du déploiement du matériel, effectivement, ça a toujours été un rouleau d'étranglement pour la République depuis les différents cycles, depuis 2006, bon, heureusement, comme l'a souligné José, la MONUSCO est encore présente et je crois qu'on va trouver une solution. Il ne faudrait pas qu'il y ait panique à bord parce qu'il y a le seul avion. Et par rapport au temps imparti, ça craint aussi. Oui, mais je pense que les élections auront lieu. Là, je suis très... nous faisons tous foi. Je suis convaincu que les élections auront lieu. Mais pour ce qui est de M. Martin Fayoulou, effectivement, je pense que il y a un certain nombre d'erreurs politiques qu'il a commises et qu'il ne pardonne pas pour un homme de son rang, pour qui j'ai énormément de respect. Mais pour ce dossier, bon, je pense que comme c'était le sauve qui peut, Ngalandi et Sangeko Timoboulou, alors chacun prend sa disposition. J'ai vu des députés en fonction qui portent bien la bannière. Ados, lui, c'était de plus officiel, mais il y en a en cachette qui sont candidats dans leurs différents bastions. Et donc, c'est un peu ça. Oui, mais je sais que par exemple que Mambo est candidat dans le territoire de Bagata, mais c'est pas de l'ICD. Officiellement, l'ICD n'est pas présente. Et je pense que ce qu'on peut reprocher à nos dirigeants politiques, et Martin Fayoulou en particulier, c'est ce qu'on peut considérer, excusez-moi le terme, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour lui, mais il y a comme une sorte... Il a été peut-être mu par une sorte d'égoïsme. Et c'est là, et ça ne paye pas, parce qu'il va perdre la plupart
de ces lieutenants, maintenant il les met dans une situation difficile, comme l'a dit José, les Pengue, les Maman Chantal et tous ces gens-là, tous ces lieutenants qui étaient presque sûrs. En fait, Luc Malem, que je salue depuis Ouvira. C'était presque des députés en fait, parce qu'ils avaient ils ont déjà une certaine aura, et je pense que avant de faire de déclarations de grande portée, il faut tout simplement se réunir. Et puis, oui, évidemment. Et puis le faire ensuite, après avoir consulté les collaborateurs. Mais il sait comment il joue à son jeu. Hein. Peut-être la CENI va ouvrir une brèche spéciale pour lui. Ses compagnons, qui sait? Je ne sais pas, mais je doute fort qu'on puisse revenir, juste pour un parti politique, revenir sur cette situation. Mais je pense que prochainement, il ne va pas commettre ce genre d'erreur parce que, en tout cas politiquement parlant, ça va lui coûter cher, je pense, je parie. Bon, c'est votre point de vue, ce sont vos analyses. Merci beaucoup au professeur Kwambamba Gabi d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir. Partir Rémi, je suis convaincu qu'on peut vous retrouver prochainement pour d'autres questions d'actualité, bien sûr. Merci pour la disponibilité. Merci également encore à José d'être là, un habitué en tout cas de cette émission. C'est la fin. Nous disons merci à la réalisation de Brandon Milalou. Merci à Bomolo Jérémy. Merci à Mbel. Merci également à Pamphile Makanda qui était du côté de la régie finale. Merci à l'assistance de Orissia. Merci à Alain Trésor Guidinda qui est le directeur de programme. Merci également à Omelette. Ah ben oui, hein, c'est lui qui supervise tout pour le compte de cette chaîne qu'on appelle Nice Press Télévision, donc sur YouTube. Abonnez-vous massivement et bien ça nous fera toujours du bien. Merci. On prend rendez-vous pour demain, donc à la même heure, avec le même plaisir, pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS. Merci, à demain.